Bonjour, merci d'être avec nous pour cette émission qui est avant tout la vôtre, un espace de liberté de parole donné aux téléspectateurs qui souhaitent nous poser des questions. Et parmi ceux qui m'ont écrit, il y en a 3 qui ont accepté de venir, je les en remercie tout de suite. Et je vous présente tout de suite Guillaume Gailloni. Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant près de Gap, dans une jolie petite ville qui s'appelle Veynes. Audrey Ragonneau. Alors Audrey, vous êtes créatrice, conceptrice de bande dessinée. Vous venez de créer votre première bande dessinée que j'ai vue qui est très belle. Merci et vous beaucoup. habitez Toulouse. Pierre-Henri Taureux, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin hospitalier en Bretagne à Saint-Brieuc. Alors, vous m'avez écrit, comme d'autres téléspectateurs, notamment à propos des élections américaines. C'est elles qui ont suscité le plus de courriers, beaucoup d'intérêt manifesté, beaucoup de questions aussi posées, notamment sur les influences qui ont pu jouer au cours de ces élections, la guerre en Irak, l'influence de la religion, la lutte contre le terrorisme. Questions que vous nous avez posées aussi à nous, journalistes. Avons-nous été sous influence, certains d'entre vous, ayant le sentiment qu'on avait peut-être été plus pro-Kerry que pro-Bush. Et puis, nous allons évoquer au cours de l'émission, 2 autres émissions qui ont attiré beaucoup de courriers, qui vous ont vous-même intéressé. Le Pièce à conviction, qui a été diffusé le 25 octobre à 20h50. Nous allons en parler avec Laurent Richard. Laurent, bonjour. Bonjour. Puisque c'est vous qui étiez en Irak auprès de ces soldats et vous avez recueilli leurs paroles. Et puis, bien sûr, la soirée spéciale des élections, le 2 novembre, l'Amérique et nous. Et Christian Mallard, bonjour. Merci d'être là. Vous étiez en direct de Washington. Vous pourrez répondre à toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à ces élections. Alors, si vous voulez bien, on va tout de suite revenir sur la première émission qui a suscité du courrier de votre part. C'était Pièce à conviction, diffusée, je vous l'ai dit, le 25 octobre à 20h50. Pour la première fois, des soldats à Bagdad, là où vous étiez, Laurent, ont parlé à visage découvert, tout en sachant qu'ils pouvaient prendre un certain nombre de risques. Alors, peut-être vous avez beaucoup de questions à poser justement à Christian Mallard, par rapport, non pas forcément uniquement à la soirée, mais par rapport à ces élections. Audrey, bon, alors je sais que vous avez tout suivi toute la nuit. Oui. Je regardais TF1. Ouais. Et la 3 aussi? Oui, la 3, oui. Ah bon, voilà. Vous me rassurez. La 3 aussi, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de poser comme question justement à Christian? Le sentiment que vous avez eu, vous, en effet, en voyant ça, c'est qu'on avait peut-être été un peu vite en besogne. Tout à fait, oui. Et puis, on avait le sentiment que tous les journalistes étaient plus ou moins ravis, quoi. Je suis pas d'accord. Que ce soit John Kerry. Alors, c'est ce Guillaume, qu'on ressentait, en tout cas, voilà. fortement. Mais peut-être que chacun le ressent en fonction aussi de ses implications personnelles. Guillaume? Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense les journalistes de manière générale, ils ont apporté des informations qui étaient objectives. Donc ils ont fait leur travail d'objectivité. Il y avait même certains États, je crois, comme le Missouri ou la Caroline du Nord, qui étaient encore en balance au moment de l'émission, alors qu'ils étaient normalement acquis à Monsieur Bush. Et par contre, c'est vrai que ils n'ont pas fait preuve de neutralité émotionnelle, mais personne ne le fait. Les journalistes sont humains et je crois que c'est tout à fait normal. Pierre-Henri, par rapport... Moi, je trouvais que cette soirée était passionnante, bien entendu. Je l'ai suivie jusqu'au bout et je suis allé me coucher en pensant que Kerry serait élu. Bon, j'étais vraiment très très surpris en écoutant le lendemain matin le résultat qui semblait se profiler à l'horizon. Évidemment, le plateau m'a paru encore une fois pas très équilibré, on sentait quand même les gens penchaient quand même d'un côté, même Pierre Lelouch, que je pensais plutôt favorable à Bush, a avoué qu'il aurait voté Kerry. Bon, c'est un petit peu tout blanc. Par contre, aux États-Unis, j'ai été très intéressé par les interventions des Américains, et notamment par Félix Soratin, qui était l'ancien ambassadeur d'Amérique en France. J'ai trouvé très intéressant ce qu'il disait, très modéré, et quand il a dit notamment que jamais il n'avait entendu un dirigeant américain souhaiter que l'Europe soit faible ou désunie. Je pense que c'est très important parce qu'on se fait une mauvaise idée. Souvent, on positionne l'Europe en opposition avec les États-Unis et ça me semble... Qu'est-ce qui fait, Christian, qu'en effet, à l'heure où vous êtes intervenu, vous avez eu ce sentiment que Kerry avait des chances? D'abord, les 2 jours qui ont précédé le jour de l'élection, j'ai déjeuné avec une démocrate très proche de Kerry qui aurait été dans son cabinet s'il avait été élu. J'ai un interlocuteur républicain que je connais depuis plus de 20 ans. C'est grâce à lui que j'ai eu Bush 2 fois. Je l'ai régulièrement au téléphone. Et ces gens-là sont sur le terrain. Elle est partie dans l'Ohio, l'autre était en New York avec Giuliani, l'ancien maire. Et quand je compare, quand j'ai les 2 mêmes sons de cloche, si je puis dire, d'un républicain qui dit « It smells bad, we're in a bad shape, ça va pas, on n'est pas en forme », l'autre est en tête dans les états clés, et que les démocrates me disent la même chose. D'ailleurs, Christine Ockrent, à un moment donné, pour essayer de se rassurer, appelle Félix Soratin, démocrate, et Richard Holbrooke,
qui est aussi très proche de Kerry, qui disent on a les mêmes tendances. C'est-à-dire qu'on est tombé dans un système où on s'aperçoit, et ça a été le débat, alors je peux vous dire, l'émission s'est arrêtée à 1h15 du matin, heure de Paris, il était 17h15 pour nous, mais quand on regarde la télévision après, qu'on continue à aller sur les chaînes américaines, le débat c'est quoi? Tout le monde donnait pratiquement Kerry, et après c'était le débat sur l'échec du système sondage sorti des urnes. Et même, je vais vous donner une anecdote, à un moment donné, dans le courant de la nuit, la chaîne qui est numéro 1 en information aux États-Unis, qui est NBC, avec son présentateur vedette Tom Brokaw, assisté de son éditorialiste de politique étrangère Tim Russert, dit « Maintenant, on est en mesure de vous dire, nous, NBC, que George Bush a gagné l'Ohio. » Vous alliez sur ABC, la chaîne concurrente, qui dit « No comment », et CNN, qui n'ose pas citer NBC, dit « Nous avons des compétiteurs », sans citer NBC, qui osent dire que l'Ohio est à George Bush. Nous nous réservons, nous ne sommes pas sûrs qu'il ait gagné l'Ohio. Alors, il y a eu la confusion totale, je peux vous dire, sur les chaînes américaines pendant une grande partie de la nuit. Moi, je n'ai dormi que 2 heures, j'ai rappelé mes interlocuteurs, j'ai senti les démocrates pas bien, et le républicain que j'avais m'a dit « We are going to win ». Et je l'ai senti complètement transformé, parce qu'ils avaient des vrais résultats qui confortaient leurs espoirs. Il y a 48 heures, on me donnait 300 grands électeurs pour Bush et 239 pour Kerry. On va peut-être poursuivre un petit peu la réflexion autour de ces élections, en voyant un peu le côté coulisses, comme on a l'habitude dans cette émission. Ce qui se passe aux États-Unis dans le cadre d'une campagne électorale, l'influence que peut avoir la télévision, est-ce que c'est transposable en France aujourd'hui? Petite explication de Daniel Bouy. Que ce soit aux États-Unis ou en France, la vie politique se déroule pour partie sur les plateaux de télévision. Mais pourrait-on voir sur France 3 le même traitement de l'information que sur les chaînes de télévision américaines? France 3 pourrait-elle par exemple diffuser les spots publicitaires des candidats aux élections comme ceux qu'ont pu voir les téléspectateurs américains ces dernières semaines? Les soldats américains combattent en Irak. Les familles se démènent pour payer leurs soins médicaux. Des emplois partent à l'étranger. Au lieu de résoudre les problèmes, l'équipe Bush soutient une association qui attaque John Kerry. Des mensonges, des calomnies. Non, pas de spot publicitaire, c'est interdit. Donc, mais en revanche, parfois la campagne officielle, elle n'est pas aussi violente et aussi dénigrante par rapport au programme d'un autre candidat, mais le message peut être à peu près le même, mais non, la publicité c'est interdit. Donc, je pense que si on peut éviter que les partis achètent, parce que les partis les plus riches, on les connaît, c'est l'UMP, c'est le Parti Socialiste, ils ont déjà une exposition médiatique quand même, qu'on le veuille ou non, plus importante. Donc le système actuel, il est pas mal, et il permet surtout aux petits candidats d'avoir à un moment ou à un autre cette exposition. Il faudra recompter les voix, disent les démocrates. Aux États-Unis, les réseaux de télévision appartiennent majoritairement à de grands groupes privés. Ainsi, le financier Robert Murdoch a utilisé sa chaîne d'information Fox News pour militer ouvertement en faveur de la réélection de George Bush. Alors, la télé privée garante de la liberté? Senator Kerry's one or two major weak points that could be exploited. Is Kerry's involvement in a group that's inherently violent? John Kerry was scaring old people as usual. He does seem to agonize and flip-flop over and over and over again. Flip-flop on all these issues. Kerry's flip-flopping. Flip-flop. Flip-flops? Flip-flops. Flip-flops like crazy. On est libre, ce qui n'est pas le cas souvent d'une chaîne privée qui a un actionnaire à qui elle doit vraiment des comptes. On n'a pas de compte à rendre financièrement. Et enfin, on n'est pas irresponsable, on a un budget précis, etc. Mais on n'a pas des bénéfices à fournir, on n'a pas à faire aménager les intérêts des uns ou des autres. Je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais j'ai vu parfois des reportages sur des chaînes privées qu'on n'aurait jamais diffusées sur le service public, jamais diffusées. N'y aurait-il rien de commun entre une campagne électorale sur les chaînes américaines et sur les nôtres? Pas si sûr. En coulisses, les spécialistes du marketing politique sont à l'œuvre des deux côtés de l'Atlantique. J'ai l'impression, même parfois plus, que les politiques et les communicants, puisqu'ils sont entourés en période de campagne, ils ont non pas un temps d'avance sur nous, mais ils contrôlent de plus en plus tout ce qu'ils font. Les candidats maintenant emploient des agences, des conseillers en communication qui à la limite sont là pour nous dire où il faut poser la caméra. C'est eux qui choisissent l'angle pour filmer. On est prisonnier de leur com et on peut difficilement en sortir. En France, les prochaines élections auront lieu dans 3 ans.
Le temps de peaufiner les stratégies électorales, mais aussi d'affûter les questions des journalistes. Audrey, vous avez beaucoup regardé les chaînes américaines, vous avez beaucoup regardé CNN. Justement, comment vous avez-vous ressenti cette campagne électorale? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez voir transposé en France ou pas du tout? Au niveau des spots pro-Bush et pro-Kerry qui se sont faits durant cette élection, ici on a dit que c'était particulièrement méchant, etc. Moi j'ai pas trouvé ça particulièrement méchant. Contrat de Kerry de girouette, ça me paraît pas trop méchant. Et contrat de Bush autrement aussi? Oui, bon, ça, non, c'était pas. Je trouvais que c'était une campagne. Ça vous gêne pas? Non, ça me gêne pas. Et si ça venait en France, est-ce que ça vous gênerait? Non. Non. Non, pas vraiment. Non. Guillaume? Moi, je m'interroge surtout pour savoir où est le message à ce moment-là des hommes politiques, où est leur vrai message, ce qu'ils veulent faire passer, si finalement ça se résume à des stratégies de communication qui suivent les unes derrière les autres, bien rodées. Finalement, l'électeur va être trompé systématiquement et la démocratie n'en sortira pas grandie. Pierre-Henri? Je ne pense pas qu'on puisse décalquer le système américain en France. On n'a pas cette exubérance. Je ne suis pas sûr que ça soit souhaitable. En revanche, il me semble qu'il faut plus de pluralité dans l'information parce qu'au début octobre, il y avait le magazine La Croix publié un sondage objectivant que seuls 13% des Français auraient voté Bush. Je pense que ça traduit quand même un défaut d'information et qui est quand même préjudiciable. C'est pas normal d'arriver à de tels scores, 87% que pour Kerry, et qui ne correspondent pas à la réalité. Après, les gens ne comprennent plus en fait quand il y a le résultat. Et la perception qu'on a en Europe de ce qui se passe aux États-Unis à travers l'Irak joue aussi, vraisemblablement sur. Non, mais on a élu notre président avec 83% des voix. C'est pas vraiment très honorable non plus. Supporters and President Trump are being ridiculed, persecuted, and even prosecuted by Biden, congressional Democrats, and their radical prosecutors for raising questions about the accuracy of the 2020 election. This may be one of the most hypocritical acts in history, considering the Democrats have violently claimed that the last 3 Republican presidential wins were stolen, rigged, and illegitimate. And it was the Democrats who tried to stop the certification of a Republican president. We start with the 2000 election, where Democrats claimed it was Gore, not Bush, who won, and that the Republicans and their Supreme Court stole the election. Bush versus Gore. A court took away a presidency. If Al Gore won that election, I think he won it anyway. No doubt in my mind that Al Gore was elected president. Speaking to a Democratic group in Chicago Tuesday, he made it clear he thinks Al Gore was the winner. By the time it was over, our candidate had won the popular vote, and the only way they could win the election was to stop the voting in Florida. What I observed as a voter, as a citizen of Illinois, 4 years ago, were troubling evidence of the fact that not every vote was being counted. The Supreme Court selected George W. Bush as the president. He was not elected. Katherine Harris, Jeb Bush, Jim Baker, and the Supreme Court hadn't tampered with the results, Al Gore would be president. There is overwhelming evidence that George W. Bush did not win this election. I don't think that George W. Bush won the election in 2000 against Al Gore because I think he probably lost Florida and also the nationwide. The court has been thwarting formation of the popular will, the most spectacular example being Bush versus Gore, where the majority by a 5-4 vote enjoined the counting of more than 100,000 ballots in Florida and essentially gave America its first court-appointed president. If all the votes were counted in Florida, that Al Gore would be president today and George Bush would be back in office. After the election, when you stole the election, you came back here and said, get over it. No, we're not going to get over it. I think I carried Florida. You know it, I know it, they know it. Democrat members of Congress also refused to participate in the official certification of the election. I rise to object to the fraudulent 25 Florida electoral votes. I must object because of the overwhelming evidence of official misconduct, deliberate fraud. It is signed by myself on behalf of my diverse constituents and the millions of Americans who have been disenfranchised by Florida's inaccurate vote count. I come from Florida, where you and others participated in what I call the United States coup d'etat. In 2004, the Republicans won again. And once again,
the Democrats claimed the election was stolen. We cannot declare that the election of November 2nd, 2004 was free and clear and transparent and real. There must be independent testing of the voting machines used in Ohio. There were numerous irregularities in Ohio, including large percentages of rejections of provisional balloting, problems with voting machines. I'm not confident that the election in Ohio was fairly decided. We know that there was substantial voter suppression, and the machines were not reliable. Some machines malfunctioned, causing votes to be counted more than once, or not at all. As we look at our election system, I think it's fair to say that there are many legitimate questions about its accuracy, about its integrity. There are still legitimate concerns over the integrity of our elections. The question, obviously, is how many instances were not caught that we don't know about. Number one, we've seen a lot of what I'll call honest glitches where it just didn't work right. But also that these machines are hackable. A dishonest employee of the vendor, or a dishonest employee of a local board of elections, or simply someone who knows electronics and has a computer at home, could hack into these machines and put in a secret instruction to disregard every 20th Democratic vote or add 10% to the carrier, to the Bush vote or whatever, and you might not ever know it. Treating today's electoral vote count in Congress as a meaningless ritual would be an insult to our democracy unless we registered our own protest against the obviously flawed voting process that took place in so many of our states. Voters who wish to cast a vote for president or vice president can't approach the polls with certainty that their vote will be counted. Based upon an inordinate number of allegations suggesting gross voting rights violations and misconduct, I join with my colleagues in objecting to counting the state of Ohio's electoral votes. Among the Democrats who claimed the 2004 election was stolen was Democrat nominee John Kerry and his wife, Teresa Hines. I arranged to meet Senator Kerry at a fundraiser to give him a copy of my book. He told me he now thinks the election was stolen. The wife of John Kerry said she has lingering doubts about the legitimacy of the election. Her theory goes like this. Two brothers, she calls hard right Republicans, own 80% of the voting machines in the U.S. Therefore, it would be easy to hack into the mother machines that control the electronic voting. In 2016, when President Trump was declared the winner on election night, the Democrats moved quickly to call the election stolen and illegitimate, including President Trump's opponent, Hillary Clinton. Hillary Clinton apparently still not over her 2016 defeat to President Trump. She's now claiming the election was stolen from her. You can run the best campaign. You can even become the nominee. And you can have the election stolen from you. Trump knows he's an illegitimate president. But there absolutely is a cloud of illegitimacy. I don't see this president-elect as a legitimate president. The president-elect, although legally elected, is not legitimate. He's an illegitimate president in my mind. Could you be my vice presidential candidate? Folks, look, I absolutely agree. So that legitimacy is in question, yes. I have an objection. There was a widespread understanding that this election was not on the level. Some Democrats continued to promote the totally false narrative that President Trump had somehow conspired with the Russians. The outcome of the election was affected by their interference, and now we need to know, to what degree, if any, the Trump campaign was actually in collusion with Russia. How can you win with Russian interference, though? That's what I'm scared about in 2020. But rightly. Because I think he's an illegitimate president that didn't really win. So how do you fight against that in 2020? You are absolutely right. Trump didn't actually win the election in 2016. He lost the election, and he was put into office because the Russians interfered. You said you believe that Russia's interference altered the outcome of the election. I do. The one thing that Trump is fearful of when it comes to his being president is that finally we will see how illegitimate his victory actually was. Do you believe Trump is a legitimate president? What I believe is that there's no question that the outcome of this election was affected by the Russian interference. An independent investigation revealed that not only was this totally fabricated by the Democrats and Clinton operatives, but that Joe Biden was also complicit. The Democrats have also accused Republicans of stealing many other elections, including in Georgia. The very same place tainted Democrat Georgia prosecutor Fani Willis is now unfairly prosecuting President Trump for suggesting there was voter fraud.
I acknowledge that former Secretary of State Brian Kemp will be certified as the victor in the 2018 gubernatorial election. This is not a speech of concession. And despite the final tally and the inauguration and the situation we find ourselves in, I do have one very affirmative statement to make. We won. Without voter suppression, Stacey Abrams would be the governor of Georgia. Andrew Gillum is the governor of Florida. If Stacey Abrams doesn't win in Georgia, they stole it. It's clear. I think that Stacey Abrams' election is being stolen from her. If she'd had a fair election, she already would have won. Georgia voters did not have their votes counted. They were not allowed to cast votes. They had their votes discarded. Reminder, she wrote, Brian Kemp stole the gubernatorial election from Georgians and Stacey Abrams. It certainly gave the appearance of unfairness, and I think it was unfairness. Stacey ran a great campaign. She probably won. She would be the governor of Georgia today had the governor of Georgia not disenfranchised 1.4 million Georgia voters before the election. That's what happened to Stacey Abrams. They took the votes away. Notably, did not concede. Okay, you acknowledged that he won, but you did not concede. Correct. 5 months later, do you still feel like your opponent won through voter suppression? Yes. Many in America are asking why President Trump is being prosecuted for doing the very same thing Democrats like Biden and Hillary have done. And the answer is very simple. Like a third world corrupt dictator, Biden will use any means necessary to stop the one Republican he knows he can't beat. How can you win with Russian interference, bro? Not be a legitimate president. He's an illegitimate president. Russia's interference. They stole it. It's clear. I'm Donald J. Trump, and I approve this message.